du développement au développement durable. Le développement est un processus inégalement réparti dans l'espace et qui génère des inégalités à toutes les échelles. De plus, les besoins croissants de la population mondiale, qui est estimée à 9 milliards d'individus en 2050, posent la question des modes actuels de développement. Face à ces interrogations, la notion de développement durable commence à émerger à partir des années 80. On peut donc se poser la question, en quoi la mise en place de modes durables de développement peut-elle répondre aux besoins tout en luttant contre les inégalités? Grand 1, un monde inégalement développé. Et tout d'abord, petit 1, définir et mesurer la richesse et le développement. Voyons la différence entre richesse et le développement. La richesse d'un pays, c'est ce que produisent les entreprises d'un pays. Le développement, lui, désigne l'amélioration globale du niveau de vie et des conditions de vie d'une population grâce à la fois à la croissance économique, mais grâce aussi au partage des richesses. Contrairement à la richesse, donc, le développement est composé d'une multitude de critères, ces critères déterminant le niveau de développement des États. Plusieurs indicateurs statistiques ont été utilisés ou sont utilisés pour mesurer la richesse et le développement. Tout d'abord, on utilise le produit intérieur brut, c'est-à-dire le PIB. Mesure la richesse produite par toutes les entreprises d'un pays. Ce qui revient à dire très souvent que le PIB mesure la richesse d'un État. Cet indicateur a été complété par le PIB par habitant. Le PIB par habitant permet de mesurer le niveau de vie moyen et théorique d'un habitant dans un État. Mais c'est une moyenne, donc ça ne permet pas de voir les écarts à l'intérieur du pays. Pour mesurer le développement, l'ONU a mis au point un troisième indicateur qui est l'IDH, l'indice de développement humain. Alors, l'indice de développement humain est en fait un chiffre qui s'exprime entre 0 et 1. Il est calculé en tenant compte du PIB par habitant, de l'espérance de vie et du taux d'alphabétisation de la population concernée. Ainsi, il cumule les données économiques et les données sociales. Plus un pays est proche de 1, plus il est considéré comme étant développé. Petit 2, de forts contrastes de développement à toutes les échelles. Tout d'abord, à l'échelle mondiale, on parle des nord et des sud. Très souvent, on utilise une limite qui est de plus en plus théorique, qui est celle qui sépare les pays du nord économique, c'est-à-dire les pays développés, et les pays du sud économique, c'est-à-dire des pays en développement. Mais cette distinction nord-sud est aujourd'hui contestée, dépassée, et les géographes préfèrent parler des nord et des sud pour montrer les inégalités de développement. Alors, les nords représentent environ 2 milliards de personnes et regroupent les pays qui ont un IDH supérieur à 0,8. Ce sont donc des pays qui sont développés à tout point de vue. Mais dans ce groupe des nords, on assiste aussi à des inégalités, puisque par exemple, les pays de l'ex-Union soviétique sont considérés comme étant aujourd'hui des pays en développement. Les Suds regroupent les pays en développement. Ils présentent plus des 2/3 de la population mondiale, mais ils ont des niveaux de développement très différents. C'est pour ça qu'on utilise le pluriel. Certains sont proches des Nords. On peut citer bien sûr les pays émergents,
ceux qui ont un rythme de croissance élevé, un IDH proche de 0,8, mais qui doivent encore faire des progrès sociaux. C'est le cas bien sûr du Brésil, de la Chine, de l'Inde, de l'Afrique du Sud. On peut citer également une deuxième catégorie de pays qui sont proches des Nord, ce sont les pays rentiers du pétrole. Ils ont des revenus importants, mais par contre, ils ont un retard en matière d'industrialisation ou de progrès sociaux. À l'autre bout de l'échelle, dans les Suds, on trouve les PMA. Les PMA, c'est un sigle qui signifie pays les moins avancés. Attention, c'est un superlatif. Pays les moins avancés, c'est-à-dire qui regroupe la cinquantaine de pays les plus pauvres du monde. Ils sont situés principalement en Afrique subsaharienne et ils cumulent les problèmes économiques, les problèmes sociaux, les problèmes politiques. À l'échelle régionale ou à l'échelle des États, on trouve aussi des inégalités spatiales. Alors attention au terme échelle régionale. Échelle régionale en géographie signifie à l'échelle d'une région du monde. Ça peut être par exemple le bassin méditerranéen, ça sera l'échelle régionale. À ne pas confondre avec les régions françaises par exemple. Donc à l'intérieur des États ou à l'intérieur des régions du monde, on peut trouver des inégalités socio-spatiales. Par exemple, l'exemple du bassin méditerranéen est un bon exemple, puisqu'on va constater que l'IDH est plus élevé dans les pays riverains du nord de la Méditerranée que, par exemple, dans les pays riverains du sud de la Méditerranée. Mais à l'intérieur des États, aussi, on trouve des inégalités socio-spatiales. Par exemple, les littoraux, les régions littorales, sont souvent plus développées que les régions de l'intérieur. De même, les villes sont souvent plus développées que les espaces ruraux. Mais on trouve aussi des inégalités à l'échelle urbaine. On peut dire aussi l'échelle locale. On trouve donc des inégalités à l'intérieur même des villes. Des quartiers riches, parfois protégés, voire fermés, des quartiers d'affaires qui cohabitent plus ou moins avec des quartiers pauvres, ça peut être les cités HLM des pays du Nord, les bidonvilles dans les pays du Sud. Alors à cette échelle-là, il est clair que les contrastes sont beaucoup plus marqués dans les pays des Suds. On parle de ségrégation socio-spatiale lorsque les différences sociales et économiques des habitants d'une ville se marquent dans le paysage, se marquent par l'émergence de quartiers bien différenciés. Grand 2, de nouveaux besoins pour plus de 9 milliards d'hommes en 2050. Petit 1, une forte croissance de la population. La population mondiale a connu une croissance forte puisqu'elle est passée de 1,65 milliard d'habitants en 1900 à plus de 7 milliards aujourd'hui. On peut donc dire qu'elle a connu une véritable explosion démographique après 1950. Cette explosion démographique s'explique par l'entrée d'une grande partie des pays dans la phase de transition démographique. La baisse très nette de la mortalité, qui a commencé avant celle de la natalité, puisque les hommes sont mieux nourris, mieux soignés, et cela leur permet de vivre plus longtemps. Pourtant, aujourd'hui, la croissance démographique semble ralentir. Attention, cela ne veut pas dire qu'elle baisse, mais qu'elle augmente moins vite qu'auparavant. L'humanité est entrée dans la seconde phase de la transition démographique, c'est-à-dire cette phase où la natalité diminue alors que la mortalité est déjà basse. C'est-à-dire que l'accroissement naturel, tel qu'on l'avait vu dans la première leçon d'histoire, l'accroissement naturel se réduit. Mais cette augmentation globale ne doit pas cacher que la population mondiale n'augmente pas partout à la même vitesse. Les pays du Nord et les pays émergents ont achevé leur transition démographique, c'est-à-dire que la croissance des populations est faible, voire négative dans certains pays, et la population est de plus en plus vieillissante. À l'inverse, ce sont les pays les moins avancés, qu'on appelle les PMA, et les pays en développement,
surtout situés en Asie du Sud, au Moyen-Orient, en Afrique, qui contribuent le plus à la croissance démographique mondiale, puisqu'ils n'ont pas encore achevé leur transition démographique, et donc ils enregistrent des taux d'accroissement naturel élevés. Donc, compte tenu de ces données, il apparaît que la population mondiale se stabilise autour de 9 milliards d'habitants en 2050. Donc cette forte croissance de la population, même si elle se ralentit, multiplie les nouveaux besoins. Des besoins actuels non satisfaits. Alors, les besoins actuels des populations, surtout celles des pays du Sud, sont connus. Ainsi, l'ONU a mis en place en 2015 les ODD, c'est-à-dire les objectifs de développement durable. Ce sont 17 objectifs de développement durable qu'il s'agit d'atteindre à l'horizon 2030. Ils sont rentrés en vigueur le 1er janvier 2016. On peut citer les 4 premiers objectifs. La fin de la pauvreté, c'est le premier objectif affiché par l'ONU. La lutte contre la faim, le deuxième. La troisième, un objectif de santé et de médication efficace. Et le quatrième, sur les 17, le quatrième, la priorité à l'éducation, au moins primaire, dans tous les pays. Alors, aujourd'hui, 3 milliards d'hommes n'ont pas encore accès aux besoins élémentaires et de manière tout à fait insuffisante à la santé, à l'éducation, à la nourriture, à l'eau potable, et donc ils demeurent très vulnérables également aux épidémies. Des progrès ont quand même été réalisés, puisque depuis le début des années 80, la proportion de la population mondiale considérée comme très pauvre a diminué. On peut considérer qu'il y a aujourd'hui 26% de population très pauvre dans le monde, et que cette proportion était de 52% en 1981. Mais là encore, elle concerne quand même, la pauvreté concerne quand même 836 millions de personnes dans le monde, et l'amélioration est inégale. Les pays émergents ont vu, Chine, Brésil, ont vu leur pauvreté régresser, mais en Afrique, dans beaucoup de pays d'Afrique en tout cas, la pauvreté continue de gagner du terrain. Alors, les nouveaux besoins pour 9 milliards d'hommes en 2050. Ces nouveaux besoins constituent autant de défis à relever pour l'avenir. On va citer ici 4 grands défis. On peut citer le défi agricole. 1 milliard d'individus souffrent de la faim et l'agriculture doit produire pour plus de 9 milliards d'humains en 2050, avec un nouvel impératif qui est celui de préserver l'environnement. Voilà un défi à relever. Deuxième défi, le défi de l'accès à l'eau. La consommation d'eau douce des hommes, de l'industrie, risque d'ici 2030 de provoquer des pénuries dans certaines régions du monde. Troisième défi, le défi énergétique. La demande énergétique augmente avec les besoins humains. 80% de l'énergie consommée est une énergie non renouvelable et elle est source de gaz à effet de serre. Enfin, le défi urbain, puisqu'un homme sur 2 vit en ville, et le taux d'urbanisation devra atteindre 75% en 2050. Or, l'urbanisation pose des problèmes au niveau de la gestion de la ville, les transports en commun, la gestion des déchets, et au niveau du respect de l'environnement. Grand 3. Mettre en œuvre des modes durables de développement. Voyons tout d'abord l'émergence de la notion de développement durable. Alors, cette notion de développement durable a été définie en 1987 dans un rapport de l'ONU qui s'intitule « Notre avenir à tous ». Voici la définition qu'en donne ce rapport. Le développement durable est le développement qui répond aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Ce développement durable, cette notion, se construit autour de 3 piliers. Tout d'abord, le pilier économique, c'est-à-dire qu'il s'agit de continuer à produire des richesses. Le pilier environnemental, tout en préservant les ressources et en assurant une meilleure répartition de ces ressources
entre les hommes et les territoires, c'est le pilier social. On représente souvent le développement durable sous la forme du petit schéma qui s'est affiché et que vous devez recopier sur votre cahier. Alors, le développement durable, c'est une vision d'abord globale, qui s'est ensuite transformée en une vision locale. Vision globale parce qu'il a été défini pour la première fois, ou mis en œuvre pour la première fois plutôt, en 1992, lors du sommet de la Terre qui est organisé à Rio, au Brésil, et où se retrouvent 192 États qui font le bilan des problèmes de la planète et qui essaient de trouver des solutions pour y remédier. Ces discussions aboutissent à la publication d'un texte qu'on a appelé l'Agenda 21. Alors, l'Agenda 21, qu'est-ce que c'est? Vous avez la définition en bas. C'est un programme contenant de grandes actions à mettre en œuvre au XXIe siècle. Alors, ce programme d'action tourne autour des thèmes de la préservation de la forêt, de la préservation de la biodiversité, du changement climatique. Ensuite, ce programme d'action, appelé l'Agenda 21, est repris dans des agendas 21 locaux. Enfin, l'Agenda 21 sert de cadre d'action à de grandes conférences internationales. On peut citer simplement deux exemples. La signature du protocole de Kyoto au Japon en 1997 contre les gaz à effet de serre, et puis plus récemment la conférence sur le climat de Copenhague au Danemark en 2009 qui a réuni un certain nombre de pays pour des discussions sur le climat. Enfin, on va compléter cette étude de la notion de développement durable en soulignant l'idée que c'est une notion contestée, débattue. Alors, elle est contestée parce que déjà, il y a un débat sur les indicateurs du développement durable, voire même un débat sur la crise écologique actuelle. Certains disant que c'est une crise due aux activités humaines et aux trop fortes activités humaines, d'autres que c'est une simple crise cyclique. Les indicateurs aussi font défaut, les indicateurs fiables. On ne dispose pas d'indicateurs fiables sur le développement durable. Autre débat sur la notion de durabilité. On pourrait résumer sur cette question, quelle durabilité choisir? Il y a les partisans de la durabilité forte, c'est-à-dire, pour eux, il y a une impossibilité de remplacer les ressources par d'autres, et donc, à ce moment-là, il s'agit de mettre en œuvre un développement durable fort. Les partisans de la durabilité faible, pour qui on peut remplacer les ressources naturelles par des ressources élaborées grâce à la science. Dans ce contexte-là, la crise écologique actuelle n'aurait pas un impact aussi fort sur les sociétés humaines. Petit 2. Plusieurs voies pour mettre en œuvre le développement durable. En effet, s'il a été défini au singulier en 1987 et 92, aujourd'hui, il n'y a pas de modèle unique. Il y a des modes de développement durable, comme l'indique le titre du Grand 3. Et en effet, le développement durable ne peut pas être un système que l'on mettrait partout selon les mêmes conditions, etc. Mais au contraire, il doit s'adapter selon les lieux, selon les conditions climatiques, selon les activités humaines en jeu, etc. Plusieurs voies aussi selon le degré de développement des pays. Les pays du Nord ont été les premiers à tenter de le mettre en application. Ils ont achevé leur développement et ils ont un certain nombre de moyens financiers disponibles pour investir dans un développement durable. Ils vont mettre l'accent avant tout sur le pilier environnemental. On peut citer, par exemple, entre autres exemples, la lutte contre la pollution dans les villes, ou le recyclage des déchets, par exemple. La situation est différente dans les pays du Sud, puisque le stade du développement très satisfaisant
n'est pas encore atteint. Et ici, ce sont plutôt les piliers économiques et sociaux qui sont mis en avant et qui passent avant le pilier environnemental, puisque d'immenses problèmes demeurent, tels que l'accès à l'alimentation, l'accès à l'eau, l'accès au logement.